Bonsoir tout le monde et enchantée pour les nouveaux venus. Ce soir, on reçoit Stéphanie Latabdallah, qui est chercheur au César, n'est-ce pas? Je pense que tu as changé depuis, qui est chargée de recherche et qui va Non, nous non, présenter. non, non, ça a Non, ça y changé est, aussi. Je c'est suis fini? directrice de recherche maintenant. Félicitations. Depuis quand? Merci. Depuis octobre. Depuis octobre. Félicitations. Alors, Mhm. tout fraîchement directrice de recherche au César, qui est politiste, historienne, anthropologue et qui travaille sur la question de la Palestine, un sujet un peu plus d'actualité. Le travail que Stéphanie Ladd va nous présenter ce soir, c'est le résultat, je te laisserai expliquer plus amplement, mais c'est le fruit d'un travail de nombreuses années. C'est quelque chose d'assez exhaustif par rapport à ce dont on pourrait avoir l'habitude aujourd'hui, quoi. Et plus particulièrement sur le système carcéral en Israël et le passage, on va dire, euh, ou disons la place du système carcéral dans le quotidien de la vie palestinienne, des vies palestiniennes. C'est assez englobant, c'est à la fois historique, politique, mais aussi ça touche aux questions de l'intime. Voilà, bah écoute, Stéphanie, je pense que c'est à toi de nous expliquer tout ça, on a hâte. Donc tu as 40, 45 minutes et puis après on passera aux questions si ça te va. Ok, très bien. Bon, bah, merci beaucoup. Donc, du coup, bah, moi, j'ai un. Merci beaucoup pour l'invitation. Bon, c'est dommage qu'on ne soit pas plus nombreux, mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, voilà, donc, ce que je vais vous présenter, donc, c'est le résultat, donc, effectivement, comme tu le disais, Marion, d'un long travail qui a donné lieu donc, à un ouvrage qui s'appelle en 2021 en français et qui a été traduit et actualisé donc en anglais chez, euh, chez Palgrave Macmillan en 2022. Donc voilà, History of Confinement in Palestine, the Prison Web. Euh, donc voilà, comme on est tous francophones, je vais rester en français. Donc bon, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un travail assez long qui a une entrée multiscalaire, si on peut dire, à plusieurs échelles. On peut considérer que c'est un ouvrage d'anthropologie politique. Et du coup, je ne vais pas pouvoir tout présenter même en 40 minutes, puisqu'on a à peu près 500 pages, mais bon, je vais donner quelques éléments. Donc aujourd'hui, cette question finalement carcérale ben, est vraiment en plein cœur de notre actualité. Il faut dire qu'elle n'était pas du tout, en tout cas à l'échelle internationale jusque-là. Elle est en plein cœur de notre actualité, bon, pour plein de raisons, et notamment cette question des détenus politiques a fait partie des objectifs politiques annoncés par le Hamas lors de son opération, son attaque du 7 octobre, qui nous a plongé bon, bah, voilà, dans une guerre avec surtout des morts civiles. Euh, dans ces objectifs politiques, il y avait le fait de remettre la question palestinienne au centre, avec notamment l'empêchement de la normalisation avec l'Arabie saoudite. Et puis, il y avait la question des effractions des colons sur l'esplanade des mosquées, la question de l'annexion de la Cisjordanie par le gouvernement israélien et la multiplication de la colonisation, et également la question de la libération des prisonniers politiques. Donc, effectivement, et cette question des prisonniers politiques, elle est centrale dans les territoires palestiniens depuis 1967, euh, où le passage par la prison pour des motivations d'ordre politique est une expérience vraiment centrale. Elle peut être liée à un militantisme actif. Alors, elle peut être liée évidemment à des actions armées et à tout ce qui relève du militaire, mais aussi beaucoup plus largement à un militantisme actif dans un parti politique, une action, la participation
participation ponctuelle à des manifestations, à un soulèvement, à des affrontements, et voire des posts sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est ce qu'on a vu notamment beaucoup là, depuis le 7 octobre, concernant notamment les Palestiniens d'Israël et les Jérusalémites, beaucoup d'arrestations pour ces motifs de posts, de soutien à Gaza sur les réseaux sociaux. Donc en fait, chaque famille a vécu ou vit cette expérience, et donc cette répression massive par le carcéral a produit une violence continue dans un contexte d'entre-deux permanent entre guerre et paix qu'on retrouve dans d'autres situations de colonisation, de peuplement. Donc on estime qu'une proportion à peu près de 40% des hommes palestiniens sont passés par les prisons israéliennes depuis 1967. Les femmes ont été beaucoup moins incarcérées, entre 1 et 2% des détenus, jamais plus d'une centaine. Donc aujourd'hui, donc voilà, ça a fluctué hein, en fonction des situations. En tout cas, aujourd'hui, on a le nombre de détenus, de prisonniers politiques a quasiment doublé depuis le 7 octobre. On a 9000 prisonniers politiques actuellement. Euh, dont 200 mineurs, dont 38% sont des détenus administratifs. Donc, des détenus administratifs, ce sont des personnes qui n'ont pas été jugées, qui ne le seront pas, qui sont retenues à la seule discrétion des services de renseignement israéliens pour des périodes plus ou moins longues, s'étendant en ce moment en général entre 3 mois et 3 ans. Ce qui n'était pas le cas précédemment, ils étaient encore beaucoup plus longtemps détenus sous cette catégorie auquel donc il faut ajouter, donc ces 38%, c'est énorme, c'est même plus que juste après l'occupation de 67, ça montre un état de conflictualité très important, auquel il faut ajouter 661 combattants ennemis illégaux, donc ce sont des- donc des membres des différentes factions qui ont perpétré l'attaque du 7 octobre, qui sont retenus en Israël sous cette catégorie. Il faut ajouter à cela la détention de corps, qui fait l'objet d'un autre ouvrage sorti en 2022, donc à peu près 1000 corps de factions qui ont commis cette attaque du 7 octobre, plus 147 corps qui étaient détenus précédemment. Donc aujourd'hui, les Gazaouis étaient très minoritaires ces dernières années. Ils représentaient 30-40% des détenus après l'occupation, dans les années 70. Puis ils étaient tombés à 5%. Bon, ben aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec notamment la réinvasion et les incarcérations, suite à la réinvasion et les incarcérations de ceux qui ont commis l'attaque du 7 octobre, on se situe autour de 15%. Donc en fait, euh, il n'y a pas eu tant finalement de travaux de recherche sur cette question carcérale. Donc il y a eu quelques travaux comme ceux de Ismail Nachef ou de Lisa Ajjar sur les cours militaires, de Nahla Abdo plutôt sur les femmes, et puis une thèse récente de 2023 de Bassel Faraj, mais bon, qui est très récente. Mais sinon, on a eu peu de travaux. On a eu des travaux plus larges sur cette idée d'une société carcérale, d'un archipel carcéral dans les territoires palestiniens occupés, notamment avec tout ce qui relève aussi des checkpoints, de la carcéralisation de l'espace, etc. Mais il n'y a pas eu de travaux, en tout cas, qui ont mis en regard, comme j'ai tenté de le faire dans cet ouvrage, euh, qui ont par ailleurs mis en regard, en fait, ces deux dimensions, c'est-à-dire à la fois l'espace carcéral percée et la carcéralisation des espaces et en gros les porosités entre le dedans et le dehors et comment une sorte d'éthos carcéral a envahi une grande partie de la société. Donc, ce qui caractérise aussi cette incarcération, c'est pas un moment circonscrit dans les trajectoires. Donc, il y a des multiplicités des arrestations et des incarcérations au cours d'une vie, d'un côté, et puis de l'autre, et puis de l'autre, des peines extrêmement longues. C'est-à-dire que fin 2020, parmi les personnes qui avaient été jugées et condamnées, 40% servaient des peines de plus de 20 ans, dont beaucoup, des perpétuités, plusieurs perpétuités. Donc on peut vraiment parler, et là je reprends un peu enfin, ce que Loïc Vacan la manière dont Loïc Vacan avait caractérisé aussi l'incarcération massive aux États-Unis à partir des années 80, notamment par rapport à certains quartiers et certaines populations noires américaines, africaines américaines. On peut vraiment parler d'un véritable gouvernement de la population palestinienne par le système carcéral.
Donc, les autorités pénitentiaires les nomment des détenus de sécurité, ce qui ne relève pas vraiment d'une catégorie juridique, mais a beaucoup d'implications en détention, alors que les Palestiniens les nomment des prisonniers de guerre, prisonniers politiques, mutakalin, siyasiyin, asra, le plus souvent. Donc, bon, je ne vais pas revenir sur les détails, mais cette qualification de détenu de sécurité a vraiment toute une série d'implications sur la bien détention, et notamment non-individualisation de la peine, pas de possibilité de sortie avant, tout un régime de détention. Donc, dans cet ouvrage, je traite aussi de manière moins centrale, mais quand même, l'incarcération intra-palestinienne, l'incarcération politique intra-palestinienne, donc qui survient à partir du moment où il y a cette fracture entre, euh, entre le Hamas et le Fatah, et donc une autorité palestinienne en Cisjordanie et une autorité palestinienne à Gaza. Et donc, à partir de là, se développe tout un système d'incarcération politique intra-palestinienne enfin, voilà, sur lequel je consacre un- un chapitre dans l'ouvrage. Donc, du coup, c'est... hein. Oui, donc du coup, oui, alors cette toile carcérale, c'est quoi? Donc c'est, bon, bah voilà, vous l'avez vu depuis un moment maintenant, donc c'est cette possibilité juridique d'incarcérer la majeure partie des Palestiniens à partir d'emprisonner et, enfin, d'enfermer et d'incarcérer, et ou d'incarcérer à partir d'un certain âge. La majorité de la population palestinienne, donc c'est tout à la fois, et donc, bon, je vais pas, je donnerai quelques éléments sur cet arsenal juridique, mais on ne peut pas forcément rentrer dans tous les détails que je développe dans le livre. Et donc, c'est une incarcération massive et c'est aussi une virtualité, donc une détention suspendue, la possibilité d'être incarcéré. Et donc, c'est aussi cette toile carcérale, l'emprise du carcéral sur la société, la manière dont elle envahit le politique et les existences. Euh, donc, j'ai travaillé également. Alors, donc, Donc cette toile carcérale donc, qui a été activée à différents moments, hein, qui se met en place progressivement à partir de 67, mais qui est fortement activée au moment de la première intifada entre 87 et 93, et réactivée à partir de la seconde entre 2000 et 2006. Donc à ce moment-là, il devient clair pour les autorités palestiniennes qu'il ne s'agit plus de régler un conflit par la négociation, hein, à partir donc de la répression de la seconde intifada, donc voilà, qui commence en 2002, qui va jusqu'à... Enfin, la seconde intifada commence en 2000, mais la répression vraiment forte commence en 2002 jusqu'en, disons, 2006. Euh, donc, avec cette idée que, voilà, il n'y aura plus de règlement du conflit, c'est l'hégémonie de la solution militaire et d'une gestion, en fait, d'un conflit dont il est attendu qu'il soit maintenu à basse intensité par des mécanismes, donc, de gestion de ce conflit. Donc évidemment, bon, on voit bien l'échec de cette politique, qui était quand même la politique de Sharon puis la politique de Netanyahou. Et donc les autorités israéliennes ont à ce moment-là projeté deux catégories de systèmes de contrôle à l'intérieur des territoires occupés. Donc à la fois ce qu'on connaît mieux, donc tous les dispositifs territoriaux, les checkpoints, le mur qui ne sera jamais fini, mais qui fait office enfin, qui donne l'illusion d'une frontière inexistante finalement entre Israël et la Cisjordanie, et de l'autre, donc des dispositifs territoriaux, non territoriaux, beaucoup moins visibles, mais durables et très structurants, qui ont été réactivés à cette période, tels que le système de permis, qu'on a 101 types de permis différents pour euh, différentes situations, qui est mis en place graduellement à partir de 91, et puis cette politique d'incarcération massive. Et ces deux systèmes s'alimentent mutuellement et sont appuyés sur un système de surveillance et de renseignement étendu qui participe évidemment à construire et à nourrir. Donc, dans ce livre, j'ai travaillé, donc, comme je disais, à plusieurs échelles, donc une dimension multiscalaire, donc à la fois la dimension systémique, si on peut dire, du déploiement de cette toile carcérale, historiquement, à partir notamment d'une problématique frontalière, euh, montrer comment, notamment dans la période post-2000, le système pénal adressé aux Palestiniens a été utilisé pour gérer les frontières de la nation israélienne. Enfin, en fait, gérer les non-frontières de la nation israélienne, plutôt, pour être plus clair.
Des frontières qui sont en réseau, qui sont mobiles dans l'espace, dans le temps et qui sont infinies. Euh, et puis, à partir de la notion de porosité entre ce dedans et de ce dehors, j'ai abordé à la fois les mobilisations et les vécus politiques, ce que j'ai appelé des citoyennetés carcérales, la démocratie carcérale, d'une part, et d'autre part, les vécus personnels dans cet intervalle entre l'intérieur et l'extérieur des prisons, avec une entrée par le genre, une entrée aussi par les masculinités, les féminités, les intimités, les traces aussi de la prison une fois qu'on est sorti, euh, comme on peut le voir là dans ce récapitulatif des différents chapitres. Donc en fait, c'est pas seulement une histoire du dedans, de l'intérieur des prisons, c'est vraiment l'histoire de ce lieu en suspension entre dedans et dehors, et des liens aussi que les personnes tissent entre dedans et dehors, que ce soit des liens politiques ou des liens personnels, pour continuer à exister, à vivre et à se mobiliser par-delà l'incarcération massive. Donc je travaillais sur ces interconnexions finalement, une espèce d'espace un peu suspendu, interstitiel entre les deux espaces. Euh, donc j'ai suivi un fil aussi dans cet ouvrage euh, qui va du tribunal militaire à l'entrée en prison, la vie en détention, la sortie et les traces de la prison dehors. Euh, donc comment j'ai travaillé donc en fait donc les prisons israéliennes ne sont pas ouvertes aux chercheurs, hein, on n'est pas une ethnologue en centrale, pour reprendre le titre d'un ouvrage de, d'Éléonore Lequesne, qui a fait son travail sur la France. Mais, euh, voilà, voilà j'ai utilisé d'autres façons de travailler la question. J'ai eu accès aux prisons, mais de manière euh, enfin, quelques fois, et j'avais demandé simplement un accès pour interviewer le personnel, parce que de toute façon, les conditions n'étaient pas requises pour pouvoir faire des interviews d'un quelconque intérêt avec des détenus de sécurité qui, de toute façon, on ne m'avait pas accordé d'autorisation concernant les détenus de sécurité. Et de toute façon, ce n'était pas un bon endroit pour conduire des entretiens quand on arrive en plus validé par les autorités pénitentiaires. Par contre, j'ai pu faire une ethnographie à la cour militaire où là, on a un accès plus facile. Et donc, avec l'accès en prison, j'ai fait un peu une ethnographie de la visite. Donc, qu'est-ce qu'on me montre? Et puis ensuite, j'ai travaillé à partir bon, bah, voilà, de ce que vous voyez là, et notamment de beaucoup d'entretiens avec des personnes qui ont été détenues. Euh, Finalement, les allers-retours entre la prison et le dehors font que pour beaucoup de personnes font que, bon, voilà, au cours de la recherche, certaines personnes sont rentrées et ressorties de prison plusieurs fois, donc, ce qui donne un accès relativement voilà, enfin, important aussi à ce qui se passe dedans. Puis bon, toute une série de documents divers, et notamment les archives du Comité international de la Croix-Rouge. Bon, c'était intéressant aussi de pouvoir travailler sur le personnel. Enfin, ces quelques visites où j'ai pu avoir accès au personnel, puisque entre 15 et 30% du personnel des surveillants et du personnel pénitentiaire sont euh, euh, des Druzes ou des Palestiniens d'Israël. Donc les Druzes qui sont aussi palestiniens, mais enfin ne se définissent pas toujours comme tels, qui donc forment entre 15 et 30% du personnel et sont aussi d'ailleurs les traducteurs à la cour militaire et sont aussi très souvent des policiers, notamment les Druzes. Donc c'était intéressant de comprendre un peu la perception de ce personnel, son rôle dans le système pénal et sécuritaire israélien et dans l'ordre colonial à l'œuvre. Donc, un mot rapide peut-être sur la narration. Donc, comme je le disais, j'ai suivi ce fil des tribunaux aux sorties. Et puis, j'ai vraiment, enfin, j'ai essayé de travailler une narration avec relativement écrite, dans une dimension de récit. C'est-à-dire on rentre aussi dans le texte sans introduction préalable, avec juste un prologue, et puis tous les éléments méthodologiques et théoriques interviennent au cours du texte. Euh, et travailler à partir de ce que Christine Jungen a nommé une écriture scénographique, c'est-à-dire à partir de moments, de personnes, de lieux. Euh, et donc j'ai cherché à écrire
Donc ce texte recherche, dont a parlé un auteur comme Ivan Jablonka, qui en tant que forme consiste donc à réunir dans un même récit le passé, la preuve et l'enquête. Et j'ai choisi donc de raconter aussi le déroulement de l'enquête, euh, ce qui m'a permis aussi de réinsérer la question de la positionnalité et du point de vue du chercheur, mais à partir euh, du récit, enfin bon, relativement succinct quand même, mais de, euh, du déroulement de l'enquête. Donc ce gouvernement de la population palestinienne par le système pénal est en large partie arrimé au fonctionnement de la justice militaire, notamment concernant les Cisjordaniens qui sont les plus impactés finalement par le système carcéral depuis 2005 et le désengagement d'Israël de la bande de Gaza. Donc évidemment, les Gazaouis sont arrêtés, mais ils sont arrêtés, finalement il y a peu d'espace pour les arrêter, si je peux dire. Évidemment, les invasions militaires, et donc en ce moment, effectivement, on voit toutes ces arrestations massives d'hommes. Euh, mais sinon, ils sont arrêtés aux frontières quand ils veulent sortir, notamment par Erez, par Israël, ou bien dans les zones frontalières, qui sont des zones qui sont près de la barrière, ou en mer, où il y a aussi des zones frontières au-delà desquelles les pêcheurs ou les personnes ne peuvent pas se rendre. Et donc en fait, les Gazaouis, c'est pour ça qu'ils représentaient plus que 5% avant le 7 octobre des détenus, c'est que finalement, depuis 2005, il y a eu beaucoup moins de possibilités de les incarcérer que ce qui est le cas pour les Cisjordaniens ou les Jérusalemites ou même les Palestiniens d'Israël. Mais les Jérusalemites et les Palestiniens d'Israël ne sont pas jugés aux tribunaux militaires, ils sont jugés dans les tribunaux civils, tout comme d'ailleurs les Gazaouis qui, depuis 2005, sont jugés à la cour pénale à la cour civile de Beersheba dans le sud d'Israël. Donc, cette justice militaire, elle n'a pas de juridiction territoriale, c'est-à-dire qu'en gros, elle ne juge pas les colons qui sont présents en Cisjordanie. Elle a plutôt une juridiction finalement ethno-nationale. Et puis, on voit là que, en dépit des 10 à 14 000 inculpations annuelles, on se rend compte que peu, euh, en tout cas là, ce sont des chiffres donc 2002-2006, donc quand même pendant la seconde intifada, ou 2017, où on est après la petite intifada, on voit bien quand même que cette activité terroriste hostile, telle qu'elle est nommée, ne concerne finalement qu'une minorité des délits qui sont jugés à la aux cours militaires, et donc la majorité des délits qui sont jugés à la cour militaire, finalement, sont des délits de type civil. Et aujourd'hui, 50% d'entre eux sont des délits relatifs aux infractions routières. Donc en fait, tout ça pour dire que finalement, voilà, les cours militaires ont aussi une autre fonction qui n'est pas seulement cette fonction de traiter de cas relatifs à la sécurité. Donc il y a tout un système, donc c'est ce que je disais par rapport à la capacité d'incarcérer une grande partie de la population. Il y a plusieurs choses. Il y a le fait que tous les partis politiques et nombre d'ONG et d'associations sont considérés comme des organisations terroristes hostiles, ce qui permet d'incarcérer selon les moments et selon les intérêts des services de renseignement un nombre important de personnes, ou au moins de les arrêter. Par ailleurs, ce système est basé sur un système de la preuve particulier euh, qui, euh, qui est basé sur les aveux de la personne, sur les aveux de tiers, qui font acte de preuve, hein, les aveux de tiers aussi, et sur un système de plaider coupable, ce qui fait que 99% des personnes qui passent par les cours militaires, notamment, sont considérées coupables des crimes des délits qui leur sont reprochés, en raison de la prégnance de ces accords de plaider coupable. Donc pourquoi les gens plaident coupables? Bon, pour beaucoup de raisons, mais on peut dire qu'il y a toute une pression sur le temps
des procès, notamment. Enfin, je reviens assez longuement sur ces questions en racontant aussi des procès sur comment, pourquoi les gens sont amenés finalement à plaider coupables, parce qu'en fait, sinon, ils sont beaucoup plus lourdement condamnés en général. Donc, et aussi, il y a une pression sur le temps des procès, euh, pendant lesquels les personnes sont toujours quasi systématiquement gardés en détention, même les mineurs, pour 80% d'entre eux sont gardés en détention pendant le temps du procès. D'une part, le fait que, donc, comme je disais, sinon vous êtes beaucoup plus lourdement chargé avec toute une série de mécanismes. Et donc, en fait, à part pour des personnalités politiques d'envergure euh, euh, pour lesquelles aller au bout d'un véritable procès est un positionnement politique d'un côté, et de l'autre, pour des gens qui ont commis des actes violents, etc., pour lesquels ils savent qu'ils vont être lourdement condamnés, et donc pour lesquels il n'y a pas vraiment d'enjeu de réduction de la peine, à part pour ces personnes-là qui donc vont au bout des procès, pour 99% des personnes, il est beaucoup plus avantageux de plaider coupable pour pour avoir des peines moins lourdes. Et c'est notamment très important pour les jeunes, par exemple. Les familles ne s'engagent pas dans des procès qui vont mettre en péril, en fait, leur avenir, etc. Donc, finalement, euh, il y a toute une série de mécanismes aussi de gommage des lieux, des temps aux tribunaux militaires que je décris minutieusement, et donc je décris en fait finalement le droit exercé dans ces cours militaires comme un droit sans justice, qui entend remplacer de véritables procès avec l'établissement de preuves par des négociations de peine en performant finalement le droit et son langage, tout en le vidant largement de sa substance. En plus, le droit est exercé de manière complètement hors sol. La géographie, les lieux, les moments précis, les faits sont souvent effacés ou flous. Euh, Bon, après, le fait que ce soit basé sur les aveux de la personne ou de tiers permet aussi d'alimenter tout un système de renseignement. Euh, euh, Par ailleurs, euh, oui, donc cette euh, étant passé du français à l'anglais, j'ai plutôt fait les mêmes documents, mais bon. Euh, Et d'ailleurs, Stéphanie, je me permets, je crois qu'il y a deux nouvelles personnes. Je ne sais pas si pour toi, ce serait encore plus fatigant de là, du coup, retourner en anglais. ah, ok. Euh, Alors, Si je peux juste me permettre de demander aux nouvelles personnes s'ils sont OK avec ça ou s'ils sont francophones ou pas. Ghost University, people, Oui, oui, hello. oui, ça Ah, va, oui, bonjour, oui. Gaston, ça va? Oui, bonjour, Vous oui. êtes francophone. And Ali Khabaz, nice to meet you. How are you doing? All right. is it, Bon, shall I écoute, switch to English or is it okay with French? écoute comme tu veux. Ouais, je sais pas, la dernière personne, si elle est francophone. Je sais pas non plus. Ok. Ali, if you hear us, please let us know. Just drop a message. If you don't understand anything, we can ask Dr. Stephanie to Bien, switch. merci. No, Marion, he is Marion, answering in French. Bien, merci. Marion, Ok, super. il a dit bien merci, c'est bon. Super. Ok, super. Ok. Bon, Voilà. donc je continue en français, ce qui était prévu au Merci. début en anglais. Donc voilà. Donc en fait, il y a aussi toute une finalement cette toile carcérale permet aussi, donc comme je disais, de gérer des non-frontières entre Israël et la Cisjordanie. En, Finalement en abordant la question à partir, c'est-à-dire que toute la population palestinienne est gérée à partir d'un prisme, on va dire, de la dangerosité, selon toute une série de critères. Donc là, on retrouve en fait les caractéristiques de la nouvelle pénologie qui cherche à neutraliser en fonction de critères de risque. Et donc ces critères de risque sont aussi ce qui permet finalement de gérer un espace sans frontières. Donc ces critères, ça va être le genre, la sociologie familiale, l'engagement politique, la proximité avec Israël, les capacités de mobilité, notamment l'âge, sachant que voilà, tous les jeunes hommes entre 18 et 35-40 ans sont considérés comme beaucoup plus dangereux quoi, de toute manière. Et donc cette proximité avec Israël, c'est-à-dire que en gros, selon votre capacité de mobilité, c'est-à-dire selon vous, si vous êtes palestinien d'Israël, jérusalémite,
gazaouis, cisjordaniens, vous avez des possibilités de mobilité qui sont différentes, puisque, comme vous le savez, Gaza est une sorte de prison à ciel ouvert, donc on ne peut pas sortir ou très peu sortir. La Cisjordanie, il faut des permis pour aller à Jérusalem ou en Israël, et puis quand vous êtes jérusalémite ou palestinien d'Israël, bah, vous circulez librement dans les espaces. Donc du coup, par exemple, les Palestiniens d'Israël vont être beaucoup plus lourdement chargés, prendre des peines beaucoup plus lourdes pour des délits similaires à ceux que peuvent commettre par exemple les Cisjordaniens. Par ailleurs, donc je donne juste cet exemple-là, mais bon, je développe tout ça dans le livre parce que c'est quand même assez... Enfin voilà, il y a tous ces critères très individualisés, hein, qui à la fois font que chacun porte sa propre frontière, d'une part, et que d'autre part, la frontière est sans fin. C'est-à-dire que par exemple, si on regarde la Cisjordanie, on peut considérer que c'est un espace frontière dans son ensemble. Et donc cette mobilité est criminalisée. Et donc, comme je disais, les peines dépendent de la capacité de mobilité, donc selon des critères donc, de lieu de résidence, mais après, comme je le disais, selon des critères très personnalisés également. Et ça organise aussi la capacité de mobilité une fois sorti de prison. C'est-à-dire qu'en gros, pour le dire vite, euh, vous pouvez voilà, sortir de prison et on vous remet une carte dans laquelle on vous dit que bah, c'est arrivé, enfin, voilà, que entre telle heure du jour, enfin, voilà, de 8 heures du matin à 8 heures du soir, vous avez le droit de vous déplacer dans tel espace, et puis la nuit, vous n'avez pas le droit de vous déplacer, et puis entre 8 heures et minuit, vous avez le droit de vous déplacer dans tel espace. Donc en fait, et ça selon qui vous êtes. Donc il y a aussi ce qui sont appelés des arrangements sécuritaires à la sortie de prison qui gouvernent aussi votre potentialité de vous déplacer. Donc, c'est ce que j'essaye d'expliquer en disant que finalement, ça crée ça participe de la gestion des non-frontières. Cette toile carcérale participe de la gestion des non-frontières dans les espaces israélo-palestiniens. Euh, donc, ce système s'est pérennisé au cours de toutes ces années aussi, et ça, voilà, je le développe aussi, en raison d'une, euh, d'une, d'une de la mise en place de réformes néolibérales d'un côté pour rendre le coût de la prison moins élevé pour l'État israélien et tout un système aussi de monétarisation, on va dire, du, des tribunaux militaires, avec un accroissement très important des amendes données avec les peines, euh, un rôle aussi, un accroissement aussi très fort des cautions demandées suite à des arrestations, et puis une sorte d'évaluation en fait de ce que la personne peut payer avec pour les délits de moindre gravité, une sorte d'échange entre argent et peine de prison qui permet aussi à ces tribunaux militaires d'être moins coûteux. Euh, bon, par ailleurs, le fait qu'il se soit octroyé de nouvelles attributions, comme par exemple le traitement des délits routiers, contribue aussi au fait qu'ils sont moins coûteux, puisque les délits routiers, la plupart des peines sont des peines financières. Donc ça, bon, voilà, je développe ça dans l'ouvrage. Bon, là, je ne peux pas vraiment en parler, mais bon, en fait, je vais passer un peu à aux autres dimensions, donc aux dimensions moins systémiques, mais aux dimensions plus de cette porosité et reconstruction des trajectoires politiques, mais aussi des trajectoires personnelles en détention. Donc finalement, la prison est un espace paradoxal, hein, où les expériences vécues sont à la fois radicalement différentes de celles de l'extérieur, mais en même temps, c'est pas un monde fermé sur lui-même, et encore moins dans ce cas-là. Donc il y a eu pas mal de travaux hein, sur la France, sur les États-Unis, qui ont travaillé cette porosité. Alors c'est plutôt entre des quartiers et la prison, hein, dans le cadre de la France, entre des quartiers dans certaines banlieues et de la prison, avec des allers-retours incessants, une porosité. Loïc Vacan l'a travaillé aussi par rapport justement à certains quartiers aussi et la population nord-américaine. Mais ça a été surtout envisagé sous un angle négatif. Loïc Vacan parle de symbiose fatale, ou bien voilà, sous cet angle on ne sort pas, on ne peut pas sortir
de la détention. Euh, Gilles Chantraine a parlé de trajectoire d'enfermement. Mais ici, cette porosité, elle n'est pas seulement liée à ces modalités de contrôle fractales reproduites à plusieurs échelles en plusieurs lieux. Elle est aussi un moyen de reconstruire le politique et de voir comment le politique se construit dedans et dehors, à partir de la prison et de ce qu'elle a représenté dehors. Bon, c'est souvent le cas de l'incarcération de type politique, hein, mais ça a été particulièrement le cas dans ce contexte, et c'est particulièrement le cas dans ce contexte qui dure, hein. Et donc, j'ai travaillé à partir de citoyenneté carcérale, de démocratie carcérale. Donc, un des exemples, enfin, il y a plusieurs éléments, c'est-à-dire à la fois, il y a tout un système de réorganisation à l'intérieur des prisons, donc ce qu'on voit là dans cette seconde génération, hein, où se constitue le mouvement des prisonniers politiques. Donc l'âge d'or du mouvement des prisonniers politiques, c'est ces années 80, jusqu'à la première intifada. Et donc là où se reconstruit en détention donc une organisation politique partisane avec des élections au sein des partis, puis des élections qui ont toujours lieu d'ailleurs, et l'élection du représentant de chaque prison, hein. Ensuite, à partir du parti majoritaire, hein, le parti majoritaire désigne le représentant de chaque prison. Donc ça a toujours été quasiment membre du Fatah, puisque les membres du Fatah sont majoritaires en détention depuis le début, euh, même s'il y a eu cette petite période d'Oslo, hein, où vu que que la majorité des détenus sont sortis au moment des accords d'Oslo, il y a eu des accords de libération, sauf 350 personnes. Ensuite sont rentrés en détention à nouveau les, les partis, les groupes qui s'opposaient à ces accords. Et donc, essentiellement, les groupes religieux, le Hamas et le djihad islamique, mais aussi le Front populaire de libération de la Palestine. Donc, c'est le rare moment où on a des représentants de prison qui sont des membres du Hamas, mais sinon, ils ont toujours été minoritaires. Euh, ils étaient ces dernières années, jusqu'au 7 octobre, à peu près un quart des détenus, les Fataouis étant plutôt la moitié. Alors évidemment, là, avec les arrestations massives, notamment de gens du Hamas, on peut imaginer que c'est monté à peu près à 30%, mais il reste minoritaire. Donc il y a à la fois élection interne, démocratie carcérale à l'intérieur des partis et participation aux élections partisanes dehors. Mais il y a aussi, depuis Oslo et la mise en place de l'autorité palestinienne, possibilité de se présenter aux élections nationales dehors, élections législatives. Donc voilà, Mahmoud Barghouti a été réélu député en détention, Ahmad Saada du Front populaire de libération de la Palestine également, et aux élections présidentielles, ce qui était l'intention, par exemple, d'Ahmad Barghouti, qui devait se présenter à l'élection présidentielle de 2021, qui finalement n'avait pas eu lieu puisqu'elle a été annulée par Mahmoud Abbas pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Euh, donc finalement, donc là j'ai travaillé, comme vous voyez là, à partir aussi de sa dimension de génération carcérale, à partir de, de ce que Gribaudi a fait sur les générations historiques, hein, c'est-à-dire en essayant de voir euh, donc comment j'ai reconstruit ces générations carcérales en fonction à la fois de la période au sein de laquelle s'inscrit leur détention, l'importance de leur rôle et de leur vécu carcéraux à leurs yeux, tel qu'ils les racontent, et aux yeux de la communauté des prisonniers au-delà. Donc en fait, elles ont chacune des caractéristiques je retrace dans l'ouvrage, avec cette évolution, en même temps que je retrace l'évolution en fait de la politisation en détention, avec ces dernières années un affaiblissement de ce mouvement des prisonniers politiques palestiniens, et puis cette, euh, cette politisation aussi des grèves de la faim, qui sont autant des modes d'affrontement vis-à-vis et des demandes qui sont portées vis-à-vis de l'administration pénitentiaire pour obtenir des droits. Il faut savoir qu'au départ, les prisonniers politiques n'avaient absolument aucun droit en détention, et petit à petit, ils en ont obtenu à force de grève de la faim. Et petit à petit, ces grèves de la faim deviennent également des épreuves au sein du mouvement national qui mettent en jeu les équilibres politiques à l'intérieur même du mouvement national. Euh,
J'ai travaillé également, comme je le disais, sur la détention intra-palestinienne qui se développe donc à partir de 2006. Voilà, à la fois en Cisjordanie et à Gaza, en montrant un peu les différences, en montrant un peu comment aussi petit à petit cette cause des prisonniers qui a longtemps et qui est toujours présentée comme une cause dite sacrée, hein, que moi j'appelle cause sacrée, mais comme Jérusalem, c'est-à-dire une cause unitaire, hein, comme Jérusalem, comme les réfugiés, comme les martyrs. Donc ces rares causes qui semblent unir tout le monde, mais petit à petit est-elle aussi sujette à une forme de factionnalisation et à une concurrence pour représenter cette cause euh, dans la mesure où elle touche tout le monde, d'une part, euh, et donc il y a un enjeu important, un enjeu politique à la représenter. Donc l'autorité palestinienne ces dernières années n'a pas pu obtenir a obtenu très très peu de libération et donc c'est beaucoup centré sur une aide, une assistance aux détenus pendant le moment carcéral, aux tribunaux, comme je le disais, et puis également dans la post-détention pour la réhabilitation avec tout un système d'aide assez important, alors que sachant qu'il a très peu obtenu de libération, quand bien même il a maintenu la coopération sécuritaire avec les autorités israéliennes. Donc là, on voit bien aussi le jeu politique qui est joué par ces autorités israéliennes qui à la fois déclarent le Hamas comme leur ennemi et en finalement ne négocient qu'avec le Hamas, alors même qu'ils ne négocient pas politiquement avec l'autorité palestinienne, notamment sur les détenus. Euh, et donc le Hamas qui, lui, a pu faire sortir euh, 1027 prisonniers en 2011 et qui se trouve toujours en position de négociateur depuis 2014, puisqu'il détient depuis cette période-là deux soldats qui sont morts lors de l'invasion militaire de 2014, plus deux civils qui se sont infiltrés de leur propre chef dans la bande de Gaza, et puis depuis le 7 octobre, comme vous l'ignorez pas, encore aujourd'hui 136 otages donc, qui font l'objet de négociations. Donc, voilà, toute cette partie de la reconstitution du politique, des enjeux du carcéral, de la factionnalisation, des enjeux des, euh, des grèves de la faim, etc., bon, voilà, sont développés dans l'ouvrage. Je finirai, pour pas être trop longue et qu'on ait le temps peut-être pour les questions, donc par ce dernier aspect que je traite. Bon, voilà, là, ce que je vous mets, c'est juste des photos de certaines prisons, pour vous donner une idée. Ça, c'est la prison pour femmes, celle-ci, à Sharon. Euh, Ça, c'est Ramon, dans le sud, dans lequel sont beaucoup incarcérés les Gazaouis notamment. Et donc, le dernier volet, en fait, de cet ouvrage touche à ce que j'ai appelé la prison incorporée, les vécus personnels, les vécus genrés aussi. Donc, il y a un chapitre sur l'incarcération des femmes, où on n'a pas du tout le même type de génération historique, hein, puisqu'elles ont été beaucoup moins nombreuses, et que donc, du coup, on ne peut pas reconstruire des générations historiques aussi fines d'un côté. De l'autre, elles ont été beaucoup plus isolées des canaux de communication entre les prisons, parce qu'il faut voir qu'il y a toute une série de manières de communiquer entre prisons et extérieures, qui a participé aussi de ces reconstructions politiques entre dedans et dehors. Elles ont été beaucoup plus isolées et du coup, elles ont conduit leur lutte en détention de manière autonome, ce qui a aussi appuyé une conscience féministe, la création de mouvements féministes à la sortie de prison pour les premières générations. Et donc, on peut dire que voilà, je travaille l'incarcération des femmes de manière un peu à part, comme, avec cette spécificité. Et puis, j'ai essayé de voir aussi comment j'ai travaillé la question des masculinités, des féminités, donc pour les premières générations de femmes, des féminités que j'ai caractérisées de relativement virilisées, c'est-à-dire l'opprobre jeté sur les femmes qui passaient par la détention avait tendance à construire comme ça des féminités assez virilisées, très fortes. Euh, alors que côté des hommes, je vais plutôt parler d'une masculinité iconique qui, au contraire, se distancie d'une masculinité hégémonique, qui est qui est une masculinité très collective, où il y a peu de... où, en gros, on ne s'individualise pas. Enfin, les prisonniers politiques se présentent comme un corps collectif, même malgré les dissensions qui ont lieu,
dissensions politiques qui ont eu des effets à l'intérieur des prisons, bien sûr, même si ils ont eu des effets bien moindres que ce qu'il y a eu à l'extérieur. Il y a eu ce fameux document des prisonniers politiques de 2006 qui a vraiment voulu s'opposer à la scission entre le Hamas et le Fatah à l'extérieur. Et puis, je travaille également toutes les manières de vivre entre le dedans et dehors, la question des cursus universitaires quand ils étaient permis, les unions, les parentalités en détention, les mariages en détention, les parentalités, la manière de vivre les parentalités entre dedans et dehors, ce que j'ai appelé les parentalités de contrebande aussi, la façon d'avoir des enfants par-delà la détention. Et puis enfin, toutes ces modes de subjectivation à la fois politique et plus personnelle liées à la détention. Et puis ces marques aussi de la détention dehors, c'est-à-dire quand on sort, qu'est-ce qui reste de la prison? Est-ce qu'on en sort? Est-ce qu'on n'en sort pas? Avec voilà, des trajectoires un peu post-détention. Voilà, j'ai essayé de, bon, d'aller un peu. Je pense que j'ai parlé assez longtemps, non, je sais pas. Enfin, Merci beaucoup, Stéphanie. Oui, effectivement, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans cet ouvrage. Bah, écoute, peut-être qu'on peut ouvrir la discussion. Je vais la lancer. Euh, alors, je t'avoue que j'ai pas lu entièrement l'ouvrage. Mais je l'ai commencé. Et ce que j'aimerais dire, c'est que effectivement, par rapport au style, j'étais moi-même, c'était pas déboussolée, mais j'étais comme prise de cours parce que je m'attendais effectivement à une introduction classique, chapitre 1, on va parler de ça, etc., etc. Et en fait, non, tu nous plonges directement dans l'ambiance et je trouve que enfin, c'est vraiment bien joué sur ce coup-là où en fait, tu perds pas ton temps à faire cet exercice un peu académique de présenter la structure, etc. Mais du coup, l'approche un petit peu même bah, carnet de terrain, en fait, permet vraiment au lecteur de se plonger dans toute la complexité de ce que tu abordes. Et ensuite, évidemment, toutes ces différentes échelles d'observation euh, qui, euh, qui changent, qui sont intéressantes, que j'ai trouvé être articulées de manière vraiment fine et complexe. Moi, personnellement, comme tu peux l'imaginer, c'est surtout les parties sur l'intime et le genre, et en particulier la parentalité, si tu veux bien revenir là-dessus, parce que du coup, tu l'as évoqué rapidement à la fin. Notamment cette idée de parentalité de contrebande et les relations intra- et extra-carcérales entre les différents membres de la famille. Si tu veux bien développer un petit peu là-dessus. oui, bah, en fait, j'ai essayé de travailler sur comme effectivement les visites sont limitées à la famille au premier degré et encore avec des possibilités très distinctes selon qui on est, l'âge qu'on a, etc. Et puis, comme je le disais, on est face souvent à des périodes d'incarcération extrêmement longues. C'est posé avec le temps, hein, pas au départ. Surtout que tout ce qui relevait à la fois de l'individuel et à la fois de la sexualité, euh, ou même de la parentalité, a été pendant de longues années mis de côté, hein. En gros, un détenu politique, voilà, était comme Arafat, marié à la Révolution pendant des années. En gros, il n'y avait pas une possibilité de mettre en avant par rapport à ce corps collectif une trajectoire individuelle. Et ça, c'est quelque chose qui a changé au cours des années 2000. Et sans doute, c'est en partie l'effet finalement de cette pérennité, en fait, de cette toile carcérale, de ce caractère massif, réitéré, etc., qui fait que petit à petit, il y a eu une inversion et au lieu de voir l'individuel comme un obstacle au collectif, au contraire, était vu l'individuel comme une possibilité de construire et de continuer à permettre, en fait, ce collectif, à permettre d'exister socialement, de faire société, et notamment en mettant plus en place des trajectoires
individuelles, notamment des trajectoires maritales. Donc on a vu voilà, des mariages en détention, des mariages par-delà la détention. Et, et assez étonnamment, c'est enfin, ce qu'on pourrait imaginer de façon plutôt paradoxale, mais ce qui n'est pas au final, mais c'est plutôt venu des partis religieux. Et quand on voit ce qui concerne les femmes, notamment la question du mariage en détention, etc., concernant les femmes, on se rend compte que c'est à partir de la génération des femmes qui rentrent en détention, qui vont être plutôt des femmes liées au Hamas ou au djihad islamique dans la période seconde intifada, c'est là où vont être posées beaucoup plus clairement la question du mariage, la question euh, des enfants en détention, c'est plus compliqué pour les femmes, mais en tout cas, cette question de ne pas arrêter son existence à la détention, alors que pour les générations précédentes, au contraire, en général, il y avait vraiment des célibats, hein, comme souvent dans l'engagement féminin. Et donc là, on se rend compte que c'est complètement inversé, et c'est notamment inversé par les partis religieux. Et alors, à la fois, il y a se met en place ce que j'ai appelé des parentalités élargies, c'est-à-dire que, euh, notamment par les émissions de radio, donc il faut savoir que chaque radio en Palestine a une émission pour les prisonniers, des sortes de parloirs à un sens, hein, puisqu'en fait, c'est des membres de la famille qui appellent pour donner des messages aux personnes en détention, puisqu'il n'y a pas d'accès au téléphone public. Depuis 2019, après une grève de la faim du Hamas, il y a eu un accès qui n'existait pas précédemment, mais qui est aujourd'hui coupé et qui est de toute façon très inégal. Donc, comme il n'y avait pas d'accès, donc c'est cette possibilité. Donc, évidemment, il y a des téléphones portables qui sont rentrés en détention à partir des années 2000, mais qui ont été diversement possédés. Mais en tout cas, donc c'est parloirs via la radio. Toutes les radios ont des émissions, donc on constituait aussi une sorte d'espace aussi très féminin pour le coup. C'est beaucoup des femmes qui appellent ces émissions pour parler à leurs proches en détention, aux hommes notamment. C'est constitué aussi des parentalités élargies avec en gros des familles de prisonniers voilà, qui font circuler quand telle ou telle personne ne peut pas aller aux visites, ramènent ce qu'il faut à la personne, mettent de l'argent sur le compte de la personne si besoin, font passer des messages via ces radios, etc. Donc, moi, j'ai parlé de parentalité élargie, d'une certaine manière, à une communauté de familles de prisonniers, d'un côté. Et puis, ces parentalités de contrebande, donc c'est quelque chose maintenant qui a voilà, dont la presse s'est emparée et qui est vraiment très médiatisée. Mais bon, quand j'ai commencé à travailler là-dessus en 2013, c'était complètement, on n'en parlait pas du tout. Et c'est encore une fois venu du parti religieux, hein, c'est venu du Hamas, d'un membre du Hamas, Abbas El-Sayed, qui lui avait congelé en fait son sperme avant d'entrer en détention, parce que je pense il avait des problèmes de fertilité et donc quand il a été condamné à une longue période, il a dit à sa femme euh, d'aller dans cette clinique et de faire une fécondation in vitro à partir de là. Et à partir de cet exemple, donc, où finalement cette femme a eu des enfants par-delà la détention par cette histoire, il y a eu toute une série et il y a toujours toute une série de passages en contrebande de sperme afin que des enfants naissent. Il y en a maintenant plus de 70 enfin, qui sont nés de cette manière, qui sont nés de cette manière, donc avec cette manière de passer en fraude du sperme. Et donc, on voit que la société palestinienne voilà, a mis en place toute une série de façons de vivre par-delà la détention. Après, voilà, j'ai aussi travaillé sur la manière dont finalement sur la question d'une forme de subjectivation héroïque aussi des jeunes, de la manière dont ça impacte aussi les trajectoires de la jeunesse, euh, la manière aussi dont euh, les services de renseignement, les modes d'arrestation jouent sur les égos, tentent à créer aussi, à participer de cette image de héros, en tout cas pour les jeunes, et qui a beaucoup d'effets aussi sur les trajectoires. Et voilà, je pense que j'ai répondu un peu, mais enfin, je ne peux pas tout développer.
Merci beaucoup, Stéphanie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, moi, j'en ai une, hein. Makram, tu en as? J'en Oui, ai plein. j'en ai deux. Attends. J'en ai deux, mais je ne sais pas qui a parlé. C'est toi? Qui en a une autre? Bon, merci beaucoup Stéphanie déjà pour le très bel exposé, très riche. Ça donne envie, effectivement. Je n'ai pas lu le livre, bon, contrairement à Marion qui l'a parcouru apparemment, qui a lu des bouts. Moi, je ne l'ai pas encore physiquement. Donc, je n'ai pas pu me le procurer, mais effectivement, ça donne envie de le lire. Et puis, ça résonne beaucoup avec l'actualité. Je me souviens effectivement qu'on avait programmé la séance pour le 10 octobre, mais effectivement, avec le déclenchement du conflit, donc la conférence a été repoussée. Mais en tout cas, j'ai beaucoup appris. Moi, j'ai peut-être deux ou trois petites choses, mais vraiment d'ordre général, hein. Donc, vous me pardonnez si ça reste à un niveau de généralité puisque je n'ai pas vraiment consulté le contenu. Euh, alors, la notion de toile, en fait, carcérale, elle m'a un petit peu intrigué, qui est utilisée aussi bien dans le titre français, si je ne me trompe pas, et que dans le titre en anglais. Qu'est-ce qui, en fait, déterminé ce choix? Est-ce pour couvrir, en fait, des problématiques ou une série de problématiques qui n'étaient pas possibles ou faciles, en fait, d'aborder autrement que par l'usage, en fait, de cette notion de toile? Ou est-ce pour d'autres raisons? En fait, moi, comme ça, de prime abord, en fait, je la trouve un peu faible par rapport au contenu que vous avez donné. Moi, je pense plutôt à des notions fortes comme le monstre carcéral, le Léviathan carcéral. Vous voyez un petit peu d'après ce que j'ai entendu, en fait, je ne sais pas, un cachot conceptuel de l'incarcération, enfin, vraiment des choses plus fortes que la notion de toile qui reste un peu, disons, enfin, faible, je dirais positif peut-être à la limite. Voilà, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais en tout cas, voilà, ça veut dire quoi finalement cette idée de toile, en fait, voilà. Et pourquoi justement l'utilisation de cette notion pour décrire le système carcéral donc israélien appliqué aux Palestiniens. La deuxième réflexion, en fait, elle est liée à l'actualité, en fait, et à ce que j'ai pu observer en fait en suivant les informations sur la question de l'échange des prisonniers. Donc, il y avait déjà des épisodes au début de la guerre, donc en octobre, avec la trêve. Et après, il était question aussi d'un autre accord, mais finalement, il n'a pas eu lieu tout récemment. En fait, ce qui m'intrigue, c'est, il n'y a vraiment pas du tout de cynisme là-dedans, c'est pourquoi en fait Israël ne chercherait pas à liquider tout simplement des prisonniers politiques qu'elle considère en fait comme des individus dangereux, parce que de toute façon, on voit très bien que cet État, il a recours à des assassinats ciblés ou bien à des meurtres de masse, donc à des formes d'extermination, de violence qui sont extrêmes. Pourquoi en fait maintenir ce système à l'intérieur du pays avec donc un maintien aussi des formes disons, de respect des droits, comme ce que vous avez présenté sur la possibilité d'organiser des élections, de se présenter, d'être candidat, etc., etc. Donc, pourquoi ne pas simplement, dans l'intérêt de l'État et donc de sa raison, hein, pour des formes de raison d'État, pourquoi tout simplement ne pas éliminer ces militants qu'il considère comme menaçants ou charismatiques? Moi, je pense principalement à Marwan al-Barghouthi, bon, qui est Mm. donc qui a été d'ailleurs mentionnée tout à l'heure. Donc en gros, quelle est la raison d'être justement de la prison, qui est une institution punitive en fait destinée aux populations qu'on veut réinsérer dans la société, mais donc quelle est là sa raison d'être dans un État qui peut et qui estime qu'il est parfaitement en droit en fait de recourir à des moyens extrêmement violents. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'intrigue un peu. Est-ce que c'est la question de l'échange des prisonniers? Je vois pas la raison, en fait. Bah, alors, je vais commencer par le début, puis je pense que les raisons n'ont pas été les mêmes à toutes les époques non plus, puisque là, quand même, je remonte depuis 67 jusqu'à maintenant.
Alors en fait, la notion de toile, moi, elle me semble pas faible, au contraire, parce que une toile, c'est quelque chose qui, bah, une toile, enfin, je la déploie comme une toile qui se déploie sur l'ensemble de la société, en fait, hein. Donc, ça me semble pas faible. Et puis, la notion de toile, elle est à la fois, elle a à la fois cette notion de virtualité, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont incarcérés et, en raison de cet arsenal juridique extrêmement étoffé, cette capacité à, c'est-à-dire qu'il y a aussi la virtualité carcérale. Et la toile, c'est un peu c'est un peu comme un piège, c'est quelque chose qui est suspendu en fait. Je travaille aussi sur la Mhm. détention suspendue, c'est-à-dire je montre toutes les possibilités d'incarcérer et les incarcérations massives. Donc pour moi, la toile, elle recouvrait ça et elle recouvre aussi la manière, l'emprise sur toute une société au-delà même de ceux qui sont en prison, puisque Mhm. ça a des effets, effectivement, c'est vécu de la prison élargie sur toute une famille. Et puis cette suspension et la, quelque part la dimension un peu épée de Damoclès en fait de la détention. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette notion qui me semblait la plus juste par rapport à l'emprise en fait. Finalement, à l'emprise sur l'ensemble de la société. Et si vous lisez le livre, vous verrez que vraiment je travaille voilà, sur ce lieu un peu entre dedans et dehors, et donc la manière dont la toile se déploie à différents endroits et à différentes échelles. Donc voilà, moi ça m'a semblé être, en tout cas, euh, Elle est pertinente, hein, mais c'est moi qui n'ai pas compris en fait le sens, justement parce que je n'ai pas consulté le contenu. Je trouvais que c'était une façon, enfin, elle a une signification un peu lénifiante, c'est-à-dire elle adoucit la force, la charge en fait bah, de je ce crois pas, qui est parce qu'il y a exprimé. ouais, il y a toute la dimension de justement suspension, quoi, qui me semble ne pas adoucir, au contraire, la charge. Euh, et puis, enfin voilà, enfin, en tout cas, vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était plus. Hum, En plus, bon, c'est lié aussi à cette gestion des frontières, c'est lié à toute une série de choses qui sont finalement pas forcément. Enfin, en tout cas, voilà. Enfin, Je comprends mieux, tout à fait. ouais, ouais, J'ai mieux ouais. compris, effectivement. Ouais. Merci. Euh, et après, pourquoi ne pas liquider les détenus? Alors, il y a plusieurs choses. Il il y a le fait que finalement la peine de mort, bon déjà la peine de mort n'est pas appliquée en Israël, elle a été appliquée pour Eichmann, mais il y a eu une époque effectivement où certains détenus ont été condamnés à mort à cette même époque d'Eichmann, mais finalement la peine de mort n'est pas en vigueur en Israël, sauf, enfin la peine de mort, on a bien compris, hein, la peine de mort. euh, euh, la condamnation à la peine de mort, disons. Mais après, par rapport à cette question des liquidations, il y a eu des périodes effectivement où ils étaient liquidés, notamment pendant la seconde intifada, par rapport notamment à Gaza et pas seulement. C'était des assassinats ciblés qui étaient mis en avant plus que des incarcérations, en tout cas notamment par rapport aux leaders de Gaza. Donc après, les conditions de détention condamnent aussi d'une certaine manière certains à mort, avec des conditions qui ont été quand même extrêmement difficiles, surtout pendant toutes les premières décennies où il n'y avait aucun droit, où on était dans des conditions d'incarcération très difficiles, qui se sont plutôt améliorées avec le temps. Mais on a encore voilà, toute une série de personnes avec enfin, des maladies de longue durée, etc. Donc il y a quand même une manière aussi de condamner à une mort lente, si on peut dire, dans certains cas de figure. Après, il y a le fait que, comme je le disais, justement, cette toile, elle ne touche pas que des personnes extrêmement engagées ou des personnes ayant des actions militaires, etc. Elle concerne aussi, comme je l'ai montré un peu, toute une série de délits civils, des jeunes qui jettent des pierres, etc. Donc, il y a aussi le fait que, comme elle est beaucoup plus étendue, euh, en détention, il n'y a pas juste des militants emblématiques, etc. Enfin, il y a
toute une population aussi en détention, et du coup, bon, ça paraît quand même plus compliqué. Après, cette question de rétablir la peine de mort, elle est des fois en discussion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ministres comme Ben Gvir et Smotrich, et notamment Ben Gvir qui est, Itamar Ben Gvir, qui est donc ministre de la Sécurité intérieure, veut rétablir, par exemple, la peine de mort pour les prisonniers politiques. Donc, c'est pas quelque chose qui est complètement exclu. Euh, Ensuite, bon, il faut dire aussi que, par exemple, on a quand même, euh, bah, disons que l'établissement de la peine de mort supposerait quand même des changements juridiques à l'intérieur du système israélien. On a quand même quelques garde-fous, hein, avec par exemple la Cour suprême. Donc on a vu ces dernières années que justement, il était question de complètement lui enlever son rôle de garde-fou parce que justement, bon, par rapport à l'occupation et elle intervient peu et en général elle avalise les décisions des autorités israéliennes, mais enfin quand même, elle continue quand même un certain nombre de garde-fous législatifs, donc il faudrait pouvoir modifier la loi. Il y a quand même des organisations comme le Comité international de la Croix-Rouge qui ont gagné de haute lutte depuis les années 60 de pouvoir intervenir en détention. Donc il y a aussi quand même malgré tout quelques garde-fous. Après, euh, voilà, enfin, justement, vous parliez de Marwan Barghouti. Alors après, alors juste un point par rapport à ce que vous disiez sur la question des élections, etc. En fait, cette question des élections, c'est des pratiques clandestines au départ. En fait, c'est des pratiques clandestines des partis. Bon, Mhm. maintenant, dont les autorités israéliennes ont vent, évidemment, hein, depuis le temps. Mais c'est des pratiques qui étaient clandestines, d'une part, pendant toute une série d'années. Et puis ensuite, c'est quelque chose qui... alors, a servi la gestion pénitentiaire pendant un temps. C'est-à-dire que le fait que euh, les prisonniers politiques ont gagné de haute lutte la possibilité de pouvoir se réunir par groupe politique dans les espaces des prisons a été gagné par ces prisonniers politiques, hein, d'une part, à mesure que ce mouvement des prisonniers se constituait. Mais après, ça a un peu plutôt relevé d'une manière de gérer les partis en ayant des interlocuteurs fixes au sein des partis et de pouvoir gérer collectivement, et donc de manière plus simple même que les détenus de droit commun où voilà, on est face à une anomie carcérale, une criminalité, différentes choses qui se passent, etc. On n'est pas du tout dans ce contexte. Là, on a des interlocuteurs avec lesquels il est possible de discuter quand il y a des conflits, etc. Donc ça a arrangé les autorités. Après, je ne l'ai pas abordé, mais j'aborde dans le livre, à partir des années 2000, un nouveau management carcéral qui est mis en place et qui tente à essayer de participer un peu d'un éclatement, en fait, justement, de cette organisation politique, à la faveur notamment, et pas seulement, euh, de la réinvasion des territoires suite à la répression de la seconde intifada, puis des divisions intra-palestiniennes, etc. Donc finalement, cette organisation politique, après, maintenant, quelqu'un comme Ben Gvir, toujours, souhaiterait vivement, lui, au contraire, euh, éclater complètement cette organisation partisane, ce qui est fait en partie, hein, en bougeant les gens, en empêchant les personnes de se réunir par groupe partisan, etc. Donc là, enfin, voilà, je ne peux pas rentrer dans tout ce nouveau management qui a cherché à éclater cette organisation partisane, mais finalement, elle a été maintenue parce que là, il y a finalement des discussions, par exemple, entre les services de renseignement de la pénitentiaire, qui trouvent finalement qu'un minimum d'organisation partisane et de cohérence du collectif permet de gérer plus facilement finalement les conflits en détention. Euh, et puis des politiques comme Envir qui n'ont pas du tout envie d'avoir ce type d'organisation, quoi. Donc en fait, c'est pas quelque chose qui est complètement. Enfin voilà. Donc d'une part. Et d'autre part, effectivement, enfin, il y a quand même enfin, quelqu'un comme Barghouti, effectivement, on peut se demander si, voilà, si à terme, il va pas enfin, avoir des façons finalement de le faire mourir à petit feu si tant est qu'il prend trop C'est de ça, place. Et en ouais. ce moment, c'est vrai qu'il prend beaucoup de place. Et, et finalement, enfin, moi, je sais qu'à chaque fois, je le mentionne notamment parce que c'est la personne qui pourrait faire l'unité palestinienne aujourd'hui, parce qu'il bon, voilà, il participe de ce front carcéral, de cette opposition à la politique de Mahmoud Abbas, qui est beaucoup basée sur l'identité carcérale et sur les vécus en détention, hein. Il a vécu avec Yahya Sinwar. Et, en fait, aussi, la vie en détention, ça permet
aux factions aussi d'être en contact et de créer aussi des liens qui sont extrêmement forts, surtout pour ceux qui ont passé de longues années en détention, c'est-à-dire cette figure du prisonnier politique et le coût que ça a à l'échelle individuelle construit aussi des solidarités, des liens politiques qu'on ne trouve plus dehors de la même façon aujourd'hui. Et donc, du coup, effectivement, ce Marwan Barghouti qui pourrait faire l'unité, euh, qui, effectivement, représente aujourd'hui pour le gouvernement israélien tel qu'il est, qui veut tout sauf ça, effectivement, un danger. Voilà, et on peut se demander si à terme, ils essaieront pas de. En tout cas, ça fait partie des personnes que le Hamas exige Oui, dans oui, oui, tout à fait. les accords de libération. Il l'avait déjà demandé en 2011, ça a été refusé, et puis bon, voilà, mais là, a priori, ça fait partie des, des Des lignes négociations, rouges, oui, tout à fait. des lignes rouges des négociations. Mais effectivement, on peut se demander dans quelle mesure. En fait, il faut quand même voir que Israël, malgré toute la violence dont elle est capable, malgré ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, qui est vraiment une guerre génocidaire, enfin, quand on voit, enfin, voilà, euh, et à certains égards, dans ses frontières d'avant 67, une démocratie, voilà, avec une démocratie voilà, avec, libérale pour certains, avec beaucoup de limites, mais reste une démocratie dans ses frontières d'avant 67, je dis bien, puisque bon, vu que voilà, dans ses non-frontières d'après 67, elle n'est pas une démocratie puisqu'il y a toute une partie de population qui n'a pas du tout les mêmes droits, et même dans ses frontières 67, bon voilà, il y a toute cette discrimination et un système aussi par rapport aux Palestiniens d'Israël et aux autres minorités, mais enfin, et donc du coup, elle a quand même des mécanismes politiques, de garde-fous, de différentes choses qui relèvent aussi d'une démocratie avec laquelle Elle compose. avec elle compose aussi, quoi. On n'est Mhm. pas que dans l'absolu. Enfin, voyez, donc, malgré tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on voit bien que cette guerre aujourd'hui est de plus en plus contestée à l'intérieur d'Israël, même si ça reste limité, mais au nom, euh, au nom du retour des otages notamment, et d'une opinion israélienne qui veut maintenant enfin, une partie grandissante qui veut le départ de Netanyahou et qui se rend bien compte que la politique qu'il a menée pendant 15 ans, finalement, a amené aujourd'hui au 7 octobre, et puis que la guerre qu'il mène amène à la mort des otages, puisque bon, le Hamas a déjà déclaré que 60 d'entre eux étaient morts, notamment suite à des bombardements. Les autorités israéliennes n'en reconnaissent que 30, mais de toute façon, à mesure que la guerre dure, la potentialité de revoir les otages vivants s'amenuise. Donc, alors, effectivement, là, il s'appuie plutôt sur son extrême droite, Ben Gvir et Smotrich, plutôt que sur cette opinion israélienne grandissante, en essayant presque de faire peser aux familles d'otages qu'en gros, leurs intérêts personnels de faire libérer leurs proches vont à l'encontre des intérêts nationaux israéliens qui sont d'éradiquer le Hamas, alors que tout le monde sait que jusqu'à présent, après presque 4 mois de guerre, ils n'ont à peine touché même pas 20% des capacités humanitaires, en tout cas d'après ce qu'on sait aujourd'hui du Hamas et des autres factions, alors qu'ils ont tué 95% de civils. Voilà, il y a quand même tout ça qui est en jeu aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup. Merci. Très,